Bonjour chers amis de l'astronumérologie. C'est plus tardivement qu'à l'habitude que je vous propose l'analyse de la nouvelle année car j'ai souhaité faire coïncider ce partage avec le début de l'an chinois qui aura lieu le 10 février 2024 et je m'expliquerai sur ce choix dans le cours de la suite. En ce temps d'actualité difficile et inquiétante, il est humain de vouloir savoir quand tous ces troubles vont enfin s'arrêter. Mais il est crucial aussi de ne pas projeter nos peurs sur ce futur en recherchant un contrôle prédictif pour échapper en fait à ces peurs qui dans ce cas ne seront pas dépassées. Et les mouvements planétaires nous confrontent à un dépassement qu'il s'agit d'assumer si nous voulons évoluer. J'aborderai donc cette analyse à partir du symbolisme afin d'être le plus accessible possible, quelle que soit votre connaissance en astrologie, mais aussi pour mieux ouvrir sur le sens. Parce que si l'on veut comprendre le sens profond de l'astrologie, il est important d'inclure une dimension spirituelle, ce dont le mythe est porteur en mettant du sens et pas seulement de l'explication, dans la relation avec tout le vivant et l'univers. Et il ne s'agit pas de verser dans une nostalgie du polythéisme, ni de vivre comme chez les Grecs de l'Antiquité. Il s'agit de voir en quoi ces figures archétypales, universelles et intemporelles qui sont véhiculées par les mythes, qui eux-mêmes sont associés aux planètes, qui sont véhiculées à travers les vibrations associées au nombre, peuvent nous éclairer sur notre actualité pour la vivre justement le mieux possible, le plus en conscience, le plus en évolution. Alors je vais commencer donc en faisant allusion au nouvel an chinois avec le signe du dragon. C'est un signe important pour l'astrologie chinoise puisque c'est un animal fantastique et mythique en soi et c'est le seul à l'être dans tout le zodiaque chinois. De plus, il est en relation avec le symbolisme de l'empereur, ce qui va indiquer déjà dans cette année une notion de pouvoir, d'extravagance et de création puissante associée à ce signe. Alors, je ne vais pas développer l'astrologie chinoise parce que je n'en suis pas experte. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces points vont se retrouver dans notre astrologie occidentale, mais surtout que c'est associé à un savoir très important qui est celui du Feng Shui. Et celui-ci concerne la distribution des énergies dans l'habitat en fonction de la croix cardinale Est, Ouest, Sud, Nord, et des intermédiaires Nord-Est, Sud-Est, etc. Et l'impact de ces énergies se modifie tous les 20 ans. Pour certaines, c'est encore plus long, et elles sont sous l'influence elles influencent la façon dont nous vivons chez nous. Donc nous avons les pieds sur terre, notre tête vers le ciel et nous réceptionnons le cosmos à travers l'habitat. Lorsqu'on regarde le célèbre dessin de Léonard de Vinci qui figure un homme érigé verticalement et que nous retrouvons ici dans ce que j'ai figuré en transparence dans une maison, que ses pieds reçoivent la terre par le sol de la maison et la tête reçoit le ciel par la toiture. Donc on voit qu'on réceptionne l'univers aussi via différents prismes, mais ici c'est un prisme énergétique qui est l'habitat. Et qu'on soit en ville ou à la campagne, il n'y a pas seulement des maisons, il y a des commerces, de l'alimentation, de vêtements, des lieux culturels, des librairies, des pharmacies, des services publics, etc. Et même quelqu'un qui est sans abri, qui est un clochard éventuellement, il est lié à un trottoir, il est lié à un hall de gare, parce que ce n'est pas possible d'être sans aucun lieu. Donc tous ces bâtiments sont des prismes conducteurs pour les occupants et les services qu'ils abritent. Je vis, vous vivez dans une maison, cette maison est sur Terre, la Terre est entourée d'air et d'espace, et tout cela est dans l'univers comme un assemblage de petites poupées russes. Et la façon dont ces énergies sont valorisées nous affecte. Si l'impact de ces qualités change, cela change aussi ma relation à mon chez-moi, mais aussi à la ville où j'habite, au milieu urbain, au milieu de campagne, au pays concerné dans lequel j'habite. Et ça nous explique pourquoi certains pays sont plus concernés par des changements, s'ils sont au sud ou au nord, par exemple. On se demande aussi pourquoi certains pays sont prospères pendant des décennies et puis ça disparaît, que pourquoi d'autres sont en conflit et puis ça disparaît. Ces questions sont
d'ailleurs fortement d'actualité. Et ça explique beaucoup de changements marquants de type géopolitique et climatique. Or, le 10 février 2024, l'impact de ces énergies change après être resté identique durant 20 ans, et même plus donc pour certaines énergies. Et donc l'usage de la cité va changer fortement à travers l'habitat. Sans parler de l'influence sur l'immobilier dont le marché est assujetti à des réputations de type quartier, bonnes ou mauvaises, qui vont changer. Et aussi, il y a toutes les mesures d'isolation des habitats qui devront s'appliquer et tout le plan écologique pour la chaussée avec les différents moyens de locomotion. Et pour parler simple, donc, je dirais qu'en 2024, eh bien, ça déménage. Et la question devient, et pour vous, qu'en est-il de votre relation à votre chez vous, votre ville, votre pays, votre sens du territoire et de la sécurité, du bien-être chez vous? Que voudriez-vous changer? Et quel risque aussi craignez-vous de prendre en posant ce choix? Parce qu'évidemment, on veut toujours se dépasser pour être assuré qu'après, ce sera mieux. Sinon, ça ne vaut pas tellement le coup. Donc, on a déjà, avec cette introduction au Feng Shui, tout un paysage urbain et de campagne, mais encore plus urbain, qui se modifie. Et maintenant, je vais poursuivre avec l'astrologie qui est mon approche depuis des années, donc qui est l'astrologie occidentale, parce que je suis ni spécialiste en Feng Shui, ni spécialiste en astrologie chinoise. Je poursuis donc avec l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau, qui va confirmer cette notion de changement radical et qui parle également d'un cycle de 20 ans. Et ça commence en même temps. C'est ça qui est fort et qui fait que j'en parle. Cette coïncidence très significative d'un grand changement. Le symbolisme de cette planète, donc Pluton, est associé à celui du dieu romain du même nom, appelé Hadès les Grecs, et dont il hérite d'un symbolisme archétypal. Alors, je vais parler de ce symbolisme archétypal, parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, peu importe que ça s'appelle Pluton ou ce que vous voulez, ce qui est important, c'est le principe que ça incarne. Et ce principe, il est compréhensible, il nous habite, il habite le monde, comme tous les autres principes planétaires. Si je parle de Mercure, par exemple, pour faire court là, pour expliquer, mais c'est notre façon de communiquer, de parler et de comprendre. Donc, quand ça s'appelle Mercure ou autre chose, si je vous dis c'est la façon de parler, de communiquer, de comprendre, je crois que tout le monde comprend ça, n'est-ce pas? Bon, donc c'est que représente Pluton? Il représente l'invisible du monde souterrain. Alors, le monde souterrain, c'est autant celui de la mort, celui qu'on ne voit pas, celui qui est caché, celui qui fait partie du subconscient. C'est tout ce qui est sous terre. Et il était sous terre, Pluton, et il était doté d'un casque qui le rendait invisible lorsqu'il montait sur le monde terrestre. La mort, on la voit venir, mais pour reprendre cette situation, oui, on peut la voir venir, mais elle n'est visible qu'une fois qu'on l'a. Et elle est visible peut-être pour celui qui la rencontre. Donc la mort, on peut la voir en tant que mort de l'autre, sauf si on a des capacités clairvoyantes, etc. Mais d'une façon générale. Et quand nous vivons une mort intérieure à quelque chose, nous la ressentons, mais nous ne vivons l'autre côté qu'une fois que nous avons fait la traversée. Et c'est ça qui nous angoisse. C'est ce non-savoir. On perd tout, on a cette angoisse de la perte, et on tend vers quelque chose, mais ce n'est pas là encore. On comprendra donc que, vu cette mystérieuse invisibilité, il est extrêmement difficile de savoir à l'avance comment Pluton va œuvrer, surtout au niveau de la collectivité, parce que là, on a une multitude d'énergies en foule. De plus, le signe du Verseau dans lequel Pluton va rentrer, c'est les qualités
de ce qui est surprenant et imprévisible. Alors, de nouveau, on peut oublier le mot Verseau. Verseau, ça veut dire que le soleil est pendant un mois dans le signe du Verseau, ensuite il va dans le signe suivant des Poissons, etc. Il vient du signe du Capricorne. Bon. Ce que représente le Verseau, ce sont des qualités d'être. Des qualités d'être que tout le monde a, mais que certaines personnes ont d'une façon plus marquante, si elles sont marquées par le Verseau. Mais tout le monde a ces qualités, parce que les qualités qui sont présentes dans les 12 signes du zodiaque sont des qualités qui sont indispensables à l'être humain. Maintenant, elles ne sont pas indispensables au même degré d'importance et nous ne sommes pas doués pour ces qualités-là avec la même puissance. Donc, dans le Verseau, les qualités dont je vais parler et les ombres dont je vais parler sont particulièrement marquantes. Si vous vous reconnaissez, c'est que vous êtes marqué par ce signe ou bien que vous avez des planètes dans ce signe et que vous ne le savez pas. Peut-être pas en tout cas. Donc le signe du Verseau dans lequel Pluton rentre est surprenant et imprévisible. Il symbolise par définition l'inconnu, un inconnu qui est à la fois désiré ou peut-être craint, mais avec un rêve paradoxal à l'intérieur de nous, ambivalent, de nous affranchir du passé ou d'espérer qu'enfin on va se libérer du passé. Cet archétype plutonien représente donc tout ce qui participe à la destruction, et je pèse mes mots, la destruction d'un mode de vie pour une transformation dans un autre état. Dans la nature, nous pouvons voir cela à l'œuvre d'une façon très simple, très naturelle. Les feuilles tombent à l'automne, en hiver, leur mort les transforme en compost, ce qui nourrit la prochaine germination du printemps avec de nouvelles feuilles naissantes, toutes nouvelles, sur les branches. Mais nous n'avons ni la foi ni le courage d'une simple feuille d'arbre. Nous nous angoissons à l'idée de perdre et nous résistons au changement. Et c'est très humain en même temps, c'est-à-dire il n'y a pas à nous juger pour ça, parce que nous sommes des êtres humains, donc nous avons une sensibilité et un psychisme différent. Mais c'est quand même une loi qui fait partie du vivant, que de mourir, de se transformer, de renaître, de remourir, de se transformer, de renaître. Et si nous arrivions à l'accepter comme une loi du vivant, ça serait déjà moins tendu parce que nous n'aurions pas toute cette résistance par rapport à ça. Alors la nature connaît aussi des métamorphoses extraordinaires, comme celle du papillon, de la chenille qui devient un papillon. Je vous la rappelle, même si bien sûr vous la connaissez très bien. Le corps de la chenille se modifie complètement, devient une sorte de magma, de matrice chrysalide, qui va muer en papillon, tandis qu'elle disparaît en tant que chenille. Alors c'est évident pour elle, ça ne l'est pas du tout pour nous, parce que nous résistons à ce type de changement. Imaginez quand vous sentez devenir magma. Et pourtant, c'est incontournable parce que les transformations associées à Pluton sont incontournables et radicales. Et plus nous résistons à cette transformation, plus elle nous sera infligée de l'extérieur, parce qu'alors, au lieu de surfer sur la vague d'une mutation qui est acceptée, nous allons ramer à contre-courant et nous épuiser. Alors n'oublions pas que Pluton est invisible, obscur, souterrain, et donc ce changement nous demande de traverser avec foi. Une foi qui va au-delà de la religion, même si c'est très bien aussi si vous êtes soutenu par une religion. Nous ne savons pas avant l'accomplissement de cette transformation de quelle semence nous sommes porteurs, ni même si nous sommes porteurs de quelque chose. Et pour en revenir à la chenille qui se transforme en papillon, j'ai également pris cette image parce que la chenille, elle est sur la terre, elle rampe. Et nous sortons du Capricorne, signe de terre, où il y a eu toutes ces transformations justement parce que Pluton a été très actif dans ce signe. Je pense que vous l'avez vécu dans les 3 dernières années pour le comprendre. J'en ai fortement parlé dans toutes les vidéos que j'ai faites depuis le moment du confinement. Et donc, je vous renvoie à mon site, à ma chaîne YouTube pour les visualiser si vous souhaitez les visualiser. Donc, la chenille, elle rampe, elle est sur la terre et elle va se transformer en papillon qui est dans les airs.
et les airs, c'est associé au signe du Verseau. Alors on peut là se dire, ben, c'est quand même pas mal parce que le papillon, c'est léger, ça butine, on a envie de les attraper, mais c'est pas facile d'attraper un papillon, ils sont très libres, ils sont beaux, ils sont féeriques, c'est tellement léger, cette notion d'envol, donc on pourrait dire, ben voilà, on va être tout à fait libre avec le passage, avec ce Pluton dans le Verseau, signe d'air, signe amoureux de liberté, signe épris de création, de partage communautaire, d'affirmation de soi d'une façon extraordinaire. Voilà, on va sortir de la lourdeur de la Terre Capricorne et de toutes ces interpellations que nous avons connues. Cependant, chaque fois que Pluton est entré dans un signe, il a bousculé les valeurs propres au signe. Donc on a eu un effondrement d'un nombre de structures extraordinaires, et un nombre extraordinaire de structures, je voulais dire, quand il est passé dans le Capricorne, qui est le signe de l'état, de la structure, de l'établissement, des lois, etc. Et maintenant, il rentre donc dans le signe du Verseau à partir du 20 janvier. Et notre Terre a été concernée dans sa pérennité à l'échelle mondiale avec l'impact de Pluton dans le Capricorne. Et maintenant, nous avons été touchés dans la santé de la Terre avec la pandémie. Je rappelle que dans toutes les grandes périodes de transition sociétale, il y a eu d'une façon ou d'une autre une pandémie. Par exemple, l'avènement du christianisme n'a pas enterré l'Empire romain. Ce qui a beaucoup enterré l'Empire romain, c'est la peste. Donc ça s'est fait en même temps. Et donc quand la Terre va mal, quand une société va mal, et elle tombe souvent malade, littéralement, physiquement. C'est une opinion personnelle qui n'engage que moi, mais que peut-être vous partagez. Alors tout cela nous a beaucoup changé. Je ne vais pas revenir sur le passé. Beaucoup de personnes en ont parlé par l'astrologie et par d'autres grilles de lecture. Et puis j'en ai beaucoup parlé dans mes conférences, visioconférences, donc je vous y renvoie. Donc au sortir du signe du Capricorne qui se fait le 20 janvier 2024, Pluton, après avoir labouré la Terre via son passage dans ce signe de Terre, va labourer le ciel dans son entrée en Verseau. Et ce qui est très fort, c'est que la Terre qui a été labourée, c'est une Terre Capricorne. C'est elle qui était la plus sédimentée, cristallisée au niveau de nos croyances, de nos structures, de nos valeurs, bonnes ou mauvaises. Et le Verseau, c'est l'air le plus léger, le plus globalisant. C'est un air de l'espace. Et donc, Pluton a labouré la Terre la plus dure, la plus ancestrale, et maintenant il va toucher au ciel le plus ciel, je dirais, le plus stratosphère, vous voyez, parce qu'il y a différents niveaux de ciel. Le ciel des Gémeaux n'est pas le ciel de la Balance, n'est pas le ciel du Verseau. Et donc, Pluton va mettre de l'ordre dans tout ce qui concerne le Verseau, c'est-à-dire les caractéristiques du Verseau. Et c'est à partir de ça que je vais expliquer le reste de l'actualité. Alors imaginez que vous avez deux personnes qui sonnent à votre porte, et en même temps, il y en a une, c'est le soleil, et elle est très désirée. Vous attendez, c'est votre invité. Puis alors, il y en a un autre qui s'appelle Pluton, et qui est assez balèze comme ça, et ils arrivent en même temps, et lui, il n'était pas du tout invité. Et maintenant, vous allez devoir gérer ces deux forces en même temps. Et vous êtes interpellé. Ils sont interpellants, et vous, là-dedans, vous êtes interpellé. Comment vous allez gérer ça? Alors, ça pose la question, où en sommes-nous de notre passé et quelle est notre aspiration profonde au changement? Quelles sont nos peurs, nos croyances héritées? Sont-elles toujours valables? La liberté, elle a un prix, celle du risque et du changement. Et un changement dont nous ne pouvons pas anticiper vraiment toutes les formes.
mais qui va exiger une transformation. L'ère du Verseau, c'est donc le plus subtil. Le Capricorne était la plus résistance des terres, et c'est donc, nous sommes dans une époque charnière vraiment majeure. Pour bien comprendre cette entrée de Pluton dans un signe, je vais retourner 12 fois 20 ans en arrière. Pourquoi? Parce que Pluton reste à peu près 20 ans dans un signe. Donc il y a 12 ans, il y a 12 signes auparavant, il était également dans le signe du Verseau. Alors, si je multiplie 12 fois 20, j'arrive dans les dates de 1784 à 1804. Or, le 5 mai 1789, qui est donc entre 84 et 1804, éclate la Révolution française. Ce n'est pas rien, ça change complètement le visage de la France, mais aussi tout l'édifice de l'État-royauté, qui est structuré alors en tiers, États ou peuples, aristocratie de droit divin et bourgeoisie. Et c'est tout ça qui est renversé. Et le mot liberté devient très important. Liberté, révolte, transgression, ce sont des labels Verseau. Cette période de bouleversements politiques et sociaux, elle va se terminer en 1799 ou 99 puisque je suis en Belgique, avec le coup d'État de Napoléon. Alors chaque signe a sa part d'ombre, et l'époque de la terreur, je ne pense pas qu'elle a été très simple à vivre. Et Pluton nous confronte dans le but d'épurer. Alors je ne dis pas que nous allons revivre la terreur, je ne dis pas que nous allons revivre une sorte de révolution française, mais je pense quand même qu'en France, la constitution de la République, nous sommes en 5e République, pourrait bien devenir une 6e République, avec une nouvelle forme. Et là, il n'y a pas que la France qui est concernée. Je vais parler globalement du monde, mais je vais peut-être parler un petit peu plus de la Belgique, de la France, parce que je connais mieux. Dans le cours des 20 années à venir, c'est donc l'ombre du Verseau qui sera concernée pour faire place à sa luminosité. Mais tout ne repose pas sur le Verseau, parce que le Verseau, c'est une étape. C'est une étape dans un escalier en forme de spirale, parce qu'on ne revient jamais au même endroit, donc on fait une sorte de cercle, mais qui monte d'un cran. Et c'est la 12e marche, la dernière étant les Poissons. Donc le grand changement, ça sera quand, le grand changement au niveau de l'ère du Verseau, ça sera quand Pluton aura quitté non seulement le Verseau dans 20 ans, mais dans 40 ans, les Poissons pour arriver en Bélier. Ce sera vraiment là le nouveau cycle. Donc on est 2024 plus 20, 2044 plus 20, 2064, d'accord? Donc, le Verseau est le 11e signe, et sa solidité, sa luminosité dépend aussi de ce qui a commencé avant. C'est comme quand vous achetez quelque chose qui n'est pas neuf, vous bénéficiez de la façon dont ça a été bien traité ou mal traité au préalable. Donc, si au stade initial du Bélier, l'humanité a foncé sans réfléchir, qu'au stade du Taureau, elle a implanté pour que ce soit solide, en sécurité, mais qu'elle n'a pas réfléchi plus loin, qu'au stade du Gémeaux, elle a mis en circulation plus de vent que de savoir, qu'au stade du Cancer, c'était très possessif et toxique. Le fruit sera plutôt narcissique que généreux au stade du Lion. Au stade de la Vierge, on va rencontrer vraiment pas mal de boulot et de difficultés pour regérer tout ça. Et puis, arriver en Balance, ça sera les conflits avec les autres. Avec le Scorpion, ça va être vraiment le chaos et la refonte. Et avec le Sagittaire, on risque d'être très excessif dans ses idées, très fanatique. Et puis, on arrive au Capricorne, et là, on est rigidifié de peur et immobilisé tellement on est sur ses défenses. Et arrivé au Verseau, c'est la révolution. Alors, c'est une grosse caricature parce que j'ai vraiment pas le temps de donner un cours sur tout de la dimension de ces marches d'escalier. Mais donc, je voulais vous dire
par là que tout ne repose pas sur le Verseau, mais ce qui a précédé, c'est-à-dire que le Verseau hérite de la façon dont l'humanité et nous-mêmes avons évolué à travers ces symbolismes, qui ne sont pas simplement des symbolismes d'un signe dans le ciel, mais qui sont des symbolismes qui nous appartiennent, qui nous parlent. Si je vous dis imagination, mémoire, famille, bah, je peux vous dire lune. Ça, c'est le code astrologique qui met en relation l'homme avec le cosmos. Mais si vous le comprenez, le sentez, c'est que vous portez ces qualités à l'intérieur de vous. Alors, c'est quoi donc que Pluton en Verseau va laminer tout en exaltant et en donnant, finalement, dans toutes ces années qui sont vraiment pas que 2024, de la luminosité, nous espérons. Eh bien, c'est la science et le progrès, parce que le Verseau aime la science et la connaissance abstraite. Donc, je parlerai de l'intelligence artificielle, du transhumanisme, de l'espace. C'est les créations de type exceptionnel au point de vue des découvertes et artistiques. C'est le dépassement des limites humaines dans des prouesses. C'est la liberté dans le sens de l'individuation, je m'affirme dans ma différence telle que je suis. C'est l'appartenance aussi à la vaste communauté humaine. Et c'est bien sûr tout ce qui touche à l'air. Alors, où on en est sur ces plans? Et je vais voir plusieurs plans. Donc, dans les valeurs, il y a la valeur des croyances, donc il y a la valeur déjà de la spiritualité. Commençons par là. Alors, le Verseau, son aspiration à la spiritualité, elle a un côté universel, c'est-à-dire que c'est un signe qui n'aime pas tellement les dogmes. Surtout s'ils sont de religieux, il va souvent voir cela comme de la superstition, comme quelque chose qui altère la raison objective et qui va entraîner une dépendance à des croyances. Et donc, il y a une résistance par rapport à ça. Cependant, il a une aspiration à la spiritualité. Cette aspiration à la spiritualité est plus liée est plus détachée, est plus liée à l'âme du monde, la relation au cosmos, l'énergie cosmique. C'est plus cet ordre-là comme dans la religion chrétienne, par exemple. Je parle celle-là pas du tout pour faire un choix par rapport à d'autres, mais c'est parce que voilà, c'est celle que je connais. On a une relation avec quelqu'un, Dieu est quelqu'un, hein, notre Père qui est au ciel. Il y a son Fils et il y a la mère de Jésus. Donc c'est très personnalisé. Pour le Verseau, tout ça c'est un peu trop personnalisé. Il est plus avec des vibrations d'ordre universel qui sont abstraites, mais néanmoins effectives. Hein. C'est pas parce que c'est abstrait que c'est plus léger. C'est moins concret, c'est moins tangible, c'est moins lié à une histoire personnelle, mais c'est tout aussi présent. Donc, c'est une aspiration à la spiritualité qui est différente, qui est très en relation avec l'énergétique. Et avec toute l'exploration de la science dont je reparlerai encore, qui est toute cette exploration de la connaissance du cerveau, de l'espace et aussi de toute la dimension quantique de la science et liée aux ondes, au quanta et à tout ça. Cette vibration donc de cette dimension plus universelle et abstraite de la spiritualité va néanmoins connaître la proximité avec une certaine ambivalence qui est due au fait qu'il y a une proximité dans le ciel avec deux planètes qui sont Saturne et Pluton et qui seront en proximité en 2024 encore et en 2025. Alors ils se rapprochent et s'éloignent un peu comme un couple qui se cherche et qui s'éloigne. Saturne renvoie à ce qui en nous recherche l'ordre et la loi et une certaine rigueur. Et Neptune, c'est le contraire, ça renvoie, j'ai plus envie de ressentir, de me laisser pénétrer, d'être dans la compassion, dans l'ouverture, d'être poreux. Donc, si on prend la musique, Saturne c'est le solfège et puis Neptune c'est l'inspiration. Nous avons besoin des deux. Ce qu'il faut, c'est qu'ils ne se boycottent pas. Parce que si vous avez une inspiration
sans aucune méthode, à un moment donné, ça va faire court. Et si vous avez que de la méthode et pas du tout d'inspiration, ça va faire très sec. Donc, vous comprenez qu'on peut se passer d'entendre le mot Saturne et d'entendre le mot Neptune si on voit que ça renvoie à ces principes profonds à l'intérieur de nous. Et donc, on risque là d'avoir du chaos au point de vue de religion, et donc on pense bien sûr à ce qui se passe actuellement avec Israël et le Hamas et tout ce qu'il y a autour. Cela renvoie au point de vue politique à un double aspect exacerbé de type droite et gauche, avec des lois votées mais qui ont du mal à s'appliquer ou à assurer la cohérence espérée. Et ça fait écho à une gestion très difficile de la migration. Parce qu'on veut ouvrir avec Neptune, mais on réglemente avec Saturne. Donc on peut s'attendre à un afflux accru de migration, d'autant que le Verseau en lui-même, si on enlève Pluton, le Verseau en lui-même, il n'aime pas du tout l'idée des frontières, il se veut humanitaire, il est friand, il est accueillant pour la différence. Il n'aime pas tout ce qui se ressemble. Hein. Il a le souci de la communauté humaine, mais avec le respect des différences individuelles. Et cela va donc concerner aussi tous les problèmes religieux, qu'il s'agit de la religion chrétienne qui est malmenée suite à des scandales et des abus, c'est pas d'aujourd'hui, des fanatismes religieux terroristes, du conflit Israël-Hamas, des réactions partisanes racistes que ça entraîne. Et en même temps, on voit qu'en France, on vote la loi sur les imams qui devront avoir été formés sur le territoire français, ce qui redéfinit le territoire culturel et religieux. Et comme Neptune est plus fort que Saturne dans le signe des Poissons, ben ça risque d'être beaucoup de confusion encore en 2024. Surtout que les principes ne seront pas terminés encore parce que Pluton, il rentre clairement en Verseau, mais néanmoins, il va faire un petit retour comme ça, comme vous savez, quand vous avez oublié quelque chose, vous avez fermé votre porte, vous avez fait toutes vos valises, c'est fait, vous avez votre billet, vous savez faire votre voyage et tout. Mais est-ce que j'ai mis l'alarme? Est-ce que j'ai fermé le gaz? Ou est-ce que j'ai... Non, j'ai oublié ça. Et il n'y a rien à faire, vous devez faire un petit retour en arrière. Ben là, on aura un petit retour en arrière dans le Capricorne, c'est-à-dire dans toutes les structures, dans toutes les lois qui n'ont pas été encore au point, et il faut s'assurer qu'elles soient au point pour bien rentrer dans ce signe du Verseau. Et donc, quand il se vit dans sa pleine lumière, le Verseau, il aspire à une forme de spiritualité qui est libérée des dogmes religieux, à une spiritualité qui est indépendante d'une relation personnelle à Dieu, et il recherche plus la méditation que la ferveur de la prière. Et donc, une élévation du plan de conscience qui est autre hein, que cette ferveur du cœur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cœur, hein, je n'ai pas dit ça. Alors, nous pourrions développer en 2024 et les années qui suivent beaucoup de mouvements associatifs qui favorisent l'autonomie, la responsabilité, la débrouille, parallèlement aux structures établies, souvent rejetées et inefficaces. Donc, on va avoir comme une société qui va commencer à se créer à l'intérieur de la société, je dirais la vieille société, qui a été très malmenée pendant ces années de Pluton dans le signe du Capricorne que nous venons de passer. Alors, afin de compléter ce regard sur la politique et la géopolitique, je vais aborder maintenant la numérologie. 2024 est une année 8. Alors, comme vous savez, depuis le début, je ventile le nombre de l'année, qui sont avec des nombres, non et pas avec des chiffres, mais avec des nombres, ce qui a introduit le symbolisme, en voyant chaque nombre qui est présent. Donc, nous avons le 2, le 0, le 2 et le 4. Et comme je l'ai longuement expliqué lorsque j'ai fait la première vidéo en numérologie en 2020, nous avions un double 2 et un double 0. Je ne vais pas revenir sur ça, vous l'avez sur ma chaîne YouTube. Et donc, je vais quand même dire que ce double 2 que nous avons toujours et que nous aurons jusqu'en 2030 montre à la fois de l'ouverture, mais une nécessité de trouver des accords. Et c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a 2 fois 2 et quand on a 2 fois un principe, c'est annexé.
c'est le monde du féminin. Alors c'est très bien le monde du féminin, c'est très bien qu'il ait sa valeur et de plus en plus de puissance, puisqu'on sort de beaucoup de puissance du patriarcat. Mais il se cherche aussi ce monde du féminin dans sa puissance. Et donc il peut y avoir trop d'émotions par exemple. C'est quand même une qualité du féminin. Trop de ressentis, trop de rêves, trop de vouloir avoir l'entente avec l'autre. Et ça va demander tout cela des ajustements. Parce que c'est des essais qui sont faits d'apprentissage, comme on apprend une nouvelle langue, comme on apprend l'informatique par exemple, et toutes les nouvelles technologies d'aujourd'hui. Il faut s'apprivoiser à ça. Et pour le moment, de l'année 2000 à l'année 2030, on a en fait un apprivoisement. Il faut savoir que c'est un millénaire quand même. Donc 30 ans sur un millénaire, c'est pas possible. Donc il y a un apprivoisement dans la société de la puissance du féminin dans un matriarcat qui sera jusqu'à l'an 3000, d'un matriarcat qui quitte un mode de fonctionnement sur 2000 ans, mais marqué par 1000, de 0 à 2000, marqué par, pas le 2 en tout cas, marqué par le 0 et puis le 1, et etc., mais pas le 2, pas le 2 en entame, c'est-à-dire ce qui commence. Donc il y a tout un apprivoisement de cette dimension-là qui se poursuit. Et le haut, c'est le 0, pardon, c'est une valeur qui est à la fois une valeur d'expansion, qui fait totalité, mais ça fait trop, ça peut trouer. Donc c'est ou porteur de l'ombre ou porteur de la lumière de cette valeur. Parce qu'on divise autant qu'on multiplie avec le 0, on ne fait pas que multiplier. Et le 4, c'est une valeur d'ancrage, mais c'est une valeur d'immobilisation aussi. Alors ce cadre est en résonance avec le fait qu'on aura justement ce petit retour de Pluton dans le signe du Capricorne en disant « Oh là là, j'ai oublié quelque chose, je reviens sur mes pas et je reviens ensuite en Verseau ». L'année 8, c'est également l'avant-dernière d'un cycle de 9 ans qui se terminera donc en 2025. Et cela signifie que si l'année 8 commence effectivement en 2024, elle fait partie d'un processus, comme le Verseau, qui a commencé en année 1. Et c'était en 2017. Alors si on va en France, c'est l'élection du président. Alors si on observe les nombres contenus en 2017 et ceux en 2024, on constate d'abord la présence du 1, puis d'un double 2 qui arrive. Donc, dans 2017 à 2024, il y a eu une mutation dans cette vibration numérologique, puisqu'on est arrivé à 2017, 2019, et c'est en 2020 que nous avons eu toute cette dimension à la fois très limitative et en même temps chaotique. Et ce sentiment qu'il n'y a plus de frontières, la pandémie c'était partout, ça c'est le 2. Et en 2017, donc, Emmanuel Macron est élu président, et je pense qu'il le sera au moins jusqu'en 2025, parce qu'il faut aller jusqu'à l'année 9. Voilà, après, je pense qu'il y aura quand même un changement et que ça ne sera pas si évident que lui quand même en 2024 et en 2025. Alors, les attentats terroristes vont rester inquiétants, surtout en 2024, encore. En 2020, c'était le moment du Covid, puis tous les effondrements, et toutes les parties du monde ont été progressivement concernées. D'année en année, il y a l'interpellation qui continue à interpeller un plan de l'humanité. Et celle du 8 exprime la puissance ou l'impuissance. Qu'est-ce que nous avons conçu en 2023 qu'il est souhaitable de conserver? Qu'allons-nous ancrer en 2024 qui se termine par un 4, qui incarne la matière?
Et cela va être de nouveau le mois de février. C'est pour ça que je voulais commencer ce partage sur l'année 2024 proche du mois de février, parce que ça sera le mois 1. Alors, je sais bien que le mois de février est le deuxième mois, mais en numérologie, on ne compte pas pareil, et ça dépend des années. Donc, en 2024, numérologiquement, nous sommes en vibration 1 en février, croyez-moi. Alors, on va donc considérer fortement le mois de février, parce qu'il est le mois 1 donc de démarrage de cette année numérologique 8, avec ce sentiment de puissance ou d'impuissance, ou de trop de puissance. On va considérer également le mois 4, où on verra que astrologiquement cela correspond à la rapprochement très fort d'Uranus et de Jupiter, j'en parlerai bien sûr. Et on devra considérer le mois de septembre, qui a la vibration de l'année, à savoir la vibration 8. Je reviens au mois de février, qui est dans pas longtemps. En 2024, le mois de février, c'est donc le mois 1. Et pour faire comprendre l'incidence de cette situation astrologique sur le conflit Israël-Hamas, je vais expliquer l'année 2024 à partir du mois de septembre 2023. Mois dont j'ai beaucoup parlé dans ma vidéo précédente, de l'année donc 2023. Pourquoi? Parce que septembre marquait un bilan concernant les valeurs du 7, qui était toute une valeur concernant beaucoup de choses, liées à la science, au point de vue de la science numérique, mais également à la spiritualité et à la religion. Et nous y sommes là. Et ça annonçait à la fin du mois 7, qui était septembre de 2023, une finalité par rapport à ça. En octobre, le mois d'octobre 2023 est le mois 8 de l'année précédente. Donc il annonce la vibration à venir dans laquelle nous sommes déjà, puisque nous sommes en janvier 2024. Or, le 7 octobre, 10e mois, donc un départ de vibration de l'année 2023, annonçant en octobre, 8e mois numérologique, le climat de l'année 2024. Alors quand je vois ça, que je vois que nous avons la réunion du symbolisme du 7, le démarrage d'un mois 1, qui est le 10e mois de l'année, mais qui est le 8e mois au point de vue de la vibration numérologique, un mois 8, pardon, au point de vue de la vibration numérologique, et que ça annonce la vibration de 2024, j'ai du mal à imaginer que tout va se terminer rapidement, là, en février, qui est un mois fort, ou alors ça se termine vraiment dans un épuisement des deux côtés, hein. Tout le monde est sur le carreau et ça se termine comme ça. Je ne pense pas que ça sera le cas, mais donc je pense qu'on a beaucoup plus de difficultés en février que de résolutions. Voilà, je le dis avec le fait que ce soit une hypothèse, parce que voilà, je ne peux pas être sûre de cela. Je ne sais pas si quelqu'un est sûr, mais je vous explique pourquoi j'ai des doutes. De plus, il y a une lunaison en astrologie qui va associer la Lune, donc qui met la Lune en relation avec le Soleil d'une façon particulière, mais qui introduit également Mars, Vénus et Pluton dans ce moment de lunaison. Et sur le plan mondial, Vénus représente la paix. Oui, mais Mars, lui, sur le plan mondial, il représente la guerre. Et Pluton, qui est à côté, c'est l'intensité du conflit. Donc, la guerre s'est déclarée à nos portes en Ukraine avec la Russie. Maintenant, nous avons Israël et le Hamas. Cela fait mal et inquiète à juste titre. Je rappelle que Pluton a été découverte à un moment concomitant avec la bombe atomique et que leurs symbolismes sont en résonance. De plus, l'axe Vierge-Poisson est impliqué durant cette lunaison de février,
ce qui renvoie aux tensions religieuses, à un effort pour contenir les dérives par Saturne, situé en Poisson, où il risque donc d'être plus chaotique qu'efficace. Et donc là, j'ai envie d'arrêter un petit moment l'explication pour avoir tout simplement une pensée de paix pour ce drame, qui est un drame pour tout le monde. Plus pour certains certainement que d'autres, mais c'est un drame mondial. Pour inviter, je dirais, chacun dans nos vies, qu'est-ce que je peux faire pour apporter du respect à la différence? Comment je peux protéger mon territoire en évitant le conflit? Dans ma vie, c'est pas facile ces questions dans nos vies. On peut toujours avoir une difficulté avec son frère, sa sœur, son mari, son enfant, ses voisins. Et parfois c'est simple à résoudre, parfois c'est très compliqué. Et ça s'envenime. Donc ce sont des choses qui ne sont pas simples du tout. Les enjeux sont énormes derrière. Et donc voyons aussi dans nos vies comment on peut, lorsqu'on a été aux prises, ou lorsqu'on est aux prises, ou lorsqu'on pourra être aux prises avec une situation où je ne sais pas comment faire parce que c'est moi ou l'autre. Comment on va faire pour être ni bourreau, ni victime, ni sauveur, et sortir de ce triangle infernal qui touche autant notre vie personnelle que la géopolitique. Donc, toute l'humanité est touchée. C'est la globalité avec le Verseau. Et beaucoup de pays ont été touchés, le monde entier a été touché dans les dernières années, mais il y a des pays dont on a moins entendu parler que d'autres, et pourtant eux aussi sont en guerre. En République démocratique du Congo, au Cameroun, en Éthiopie, en Mozambique, au Mali, au Burkina Faso, au Soudan, en Somalie, au Yémen, en Birmanie, en Nigeria, en Syrie. Et il en reste. Il en reste, on parle moins de l'Amérique latine, bien qu'avec l'Équateur, de l'Asie, de l'Inde, du Japon. Et je pense qu'avec le Verseau, on va parler de tout le monde. Parce que c'est l'état du monde qui change, surtout au mois d'avril, ce mois 4 de cette année 8, qui est un mois marquant. Et cette vibration, donc, va être confrontante par rapport à la matière. Et qu'on aura en plus, le 20 avril 2024, une éclipse solaire totale. Et elle sera, cette éclipse solaire totale, visible uniquement en Amérique du Nord, et elle touchera l'océan Pacifique et Atlantique. Donc cela pourrait toucher l'Europe aussi, en bordure de l'Atlantique. L'éclipse, c'est quoi? C'est une relation entre la Terre, le Soleil, qui est le luminaire du masculin. Je ne vais pas trop développer pourquoi maintenant. Et la Lune, qui est le luminaire du féminin. Et c'est le féminin qui va porter une ombre sur le masculin, puisqu'on ne verra pas le Soleil. Or, le Soleil, en Amérique du Nord, il est très présent parce que les États-Unis ont été un phare de progrès, d'expansion, ils sont une force dans le monde, etc., etc. Eh bien là, je questionne les choses avec cette ombre lunaire qui va se projeter sur le Soleil, visible en Amérique du Nord et Canada donc. Et bien sûr, sur le plan du climat, ça va avoir des conséquences sur le peuple, l'inconscient familial, la population globale, les mouvements de foule et les eaux, les habitats et les eaux. Donc des mouvements d'eau qui peuvent aller jusque sur les bords de l'Europe en rencontre avec l'Atlantique. Donc,
Voilà, bien comprendre que l'éclipse solaire, c'est un phénomène extraordinaire parce que ça nous ramène à l'Antiquité. L'Antiquité où les hommes, les femmes, hein, je veux dire, voilà, la population avait peur de ces grands mouvements. C'était est-ce que la lune occulte le soleil, il se disait pas la lune occulte le soleil, il se dit on ne va plus voir le soleil, on va être toujours dans l'obscurité. Donc c'était la peur, donc il y avait toutes les incantations, les sacrifices, etc. C'était un phénomène collectif qui ramenait vraiment tout l'imaginaire collectif. Après, la science est venue et maintenant on regarde, on se précipite là, on met des filtres, etc. Il vaut mieux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça crée du phénomène extraordinaire dans un monde qui a perdu le rapport à l'enchantement. On est aujourd'hui dans la prouesse scientifique, on est dans la prouesse sportive, mais on n'est plus dans la prouesse de l'univers, dans le sens d'un enchantement, dans le sens il se produit quelque chose. Hein. Quand il se produit quelque chose, c'est une inondation, une éruption volcanique, et on a plutôt peur qu'autre chose, ce qui est très compréhensible d'ailleurs. Donc il y a ce rassemblement, ce mouvement de foule qui est très important au moment des éclipses. Je me souviens de celle qui avait été visible en Europe il y a déjà, je ne sais pas si c'est pas dans les années 90, 90, je ne me souviens plus de la date exacte, où j'avais été interviewée pour faire une analyse, parce que tout le monde parlait de la fin du monde. Hein, mais il n'y a pas eu de fin du monde, Dieu merci. Et je n'avais pas annoncé de fin du monde du tout. Mais j'avais quand même parlé de ce symbolisme de la Lune et du Soleil. Donc, le symbolisme de la Lune jette de l'ombre sur la visibilité solaire. Et ça, c'est quelque chose qui reste. Et puis, il y a tout l'enchantement de dire « Ah, voilà ce qui se passe ». Il y a aussi, dans ce mois de toujours avril, la relation très difficile entre Mars, Saturne, le Poisson, en Poisson, et en même temps Jupiter et Uranus. Pour la dernière fois avant 13 ans, dans le signe du Taureau. Le signe Taureau renvoie à la nature terre et les Poissons renvoient à la nature eau. Donc, il sera question de climat et il sera question de migration. Et bien sûr, ça nous amène à la question de l'Europe qui sera en mois 6, c'est-à-dire en juin, et où là, il faudra, un mois 6 est un mois qui cherche l'harmonie, on la cherchera beaucoup, certainement. Ça ne sera pas facile avec du 2 et du 2 dans un mois 6, mais je pense qu'on la recherche vraiment, d'être à la fois attentif et sensible, d'essayer de dépasser la dualité, et qui est donc des fois entravée, aggravée par le zéro. Il sera question, je pense, d'accord par rapport à l'immigration, par rapport au climat, voilà, par rapport à la notion d'inclusion. Il y a tout cet exode migratoire qui va entraîner un brassage de culture dans le cursus des 20 années de passage de Pluton en Verseau, qui va changer le visage du monde, nos visages, notre couleur. Je pense qu'on va vers un homme de demain qui aura plus ou moins une couleur universelle, de même couleur. Je pense que la France sera très bousculée en tant que 5e République, je l'ai déjà mentionné, avec des scandales et des problématiques financières. Il y a la loi sur la retraite, la loi sur l'euthanasie qui feront beaucoup de remous, ainsi que d'autres lois concernant la circulation de l'argent. Le thème de Macron sera très bousculé, mais c'est surtout en 2025, je pense, que sa place est en péril, et des remous seront possibles en Belgique concernant aussi la migration. Ils concernent d'ailleurs toute l'Europe, au moins jusqu'en août, mois où ça s'agite aussi et ça résiste. Par contre, je pense que la Chine pourra confirmer sa puissance durant cette année, dont le symbolisme rappelle celui de l'empereur. Je vais maintenant quitter un peu la géopolitique pour passer à un autre plan. Voilà, donc il y a toute cette partie de l'animal qui est malmenée, donc l'animal qui est un objet créé pour la consommation, qui fera partie de choses à changer avec Pluton en Verseau. Mais il y a également notre partie animale à nous, le
corps de l'être humain est en question, de l'homme d'abord, parce qu'il y a une stérilité grandissante des hommes qui entraîne des réserves de banques de sperme qui sont congelées, et c'est pas simplement parce que on en a besoin pour l'assistance, pour la maternité assistée médicalement, c'est aussi parce qu'il y a une crainte de l'extinction de la race. Et donc on arrive vers des tentatives de procréation qui ne seront pas à un moment donné la rencontre d'un homme et d'une femme, comme c'est depuis la nuit des temps. Et ça a changé bien sûr depuis, dans certaines circonstances, mais on est quand même avec une matrice de femmes. Donc là, il y a toute une autre dimension que je ne vais pas développer parce que ça prendrait trop de temps, mais il y a un côté quand même éprouvette qui est de plus en plus fort, et technologie. Et ça, c'est pour le corps, et le corps en tant que création. Et puis, il y a également tout le transhumanisme qui est couplé avec l'intelligence artificielle, ça va dans le même sens. Donc, il y a tout ce passage dont j'ai parlé, de la crainte qu'on passe de l'homo sapiens à l'homo nano, avant la fin de ce siècle. Et j'en ai beaucoup parlé dans les vidéos précédentes, donc je ne vais pas me répéter. Ce corps, il est donc aussi concerné par son appartenance sexuelle. Puisqu'aujourd'hui, nous voyons que de plus en plus de jeunes gens veulent changer de sexe, c'est rendu possible par la science, et ça pose aussi la question du pourquoi il y a ce désir. Alors bien sûr, il y a le désir parce que, voilà, on a ce désir. Il y a l'impact de la société là-dessus qui est en déroute, et il y a sans doute une influence aussi des perturbateurs endocriniens, mais pour qu'une personne en arrive à faire ce choix qui était quand même une grande souffrance au point de vue des opérations, c'est qu'il y a une très forte souffrance identitaire derrière. Et je pense que là, on arrive à quelque chose de beaucoup plus profond. Nous sommes dans un groupe d'années marqué jusqu'en 2030 par un double 2, et le reste du millénaire conservera l'entame du 2 jusqu'à l'an 3000. Et ça valorise le féminin. Et donc je pense qu'il y a quelque chose jusqu'à l'an 2100 où on a du mal avec la présence masculine, et le masculin lui-même dans l'homme a du mal avec son propre masculin. Donc il y a tout le niveau vibratoire du masculin qui est questionné. Alors il y a bien sûr le masculin dans toute sa puissance et dans toute son impuissance qui existe. Il y a les guerres, il y a le côté guerrier, il y a le côté performant, tout cela existe bien entendu. Il y a un masculin formidable. Je ne suis pas du tout en train de critiquer le patriarcat et d'enchanter le matriarcat, c'est pas du tout ça. Mais il y a ces concepts se remodèlent. Donc avant, dans les derniers siècles en tout cas, c'était pas si évident d'être une femme. Alors c'est pas que c'est évident aujourd'hui parce qu'il faut gérer beaucoup de choses, mais c'était pas évident parce que la femme était inférieure. Donc elle a dû beaucoup se battre pour que ce qu'elle est puisse enfin être reconnue. Il y a des tas de pays pendant longtemps où quand on avait un garçon, on se réjouissait, quand une femme avait une fille, elle pleurait. Hein. Bon, donc il y a eu un changement énorme, et il y a encore beaucoup à faire. Et en même temps, il y a un changement qui attend l'homme. Donc l'homme n'a pas la même place aujourd'hui. Il a une place encore très puissante par rapport à des tas de décisions qui sont parfois qui peuvent être agressives ou qui peuvent être très valables. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette valeur du masculin est questionnée. Et donc, je pense que ça participe au fait qu'on constate statistiquement qu'il y a plus de garçons que de filles qui veulent changer de sexe. Donc, il y a comme un certain malaise qui commence à se faire sentir à être masculin. Donc, de même qu'on doit apprivoiser la qualité féminine à son meilleur, on doit aussi trouver dans le monde qui vient une nouvelle façon de vivre le masculin pour les hommes qui sont hommes,
dans leur corps et de vivre le masculin pour les femmes qui ne sont pas hommes dans leur corps, mais qui bien sûr ont une dimension masculine. Surtout à l'heure d'aujourd'hui, il faut à la fois être féminine et être dans le combat, hein, sinon c'est difficile, voilà. Donc il y a vraiment un changement très profond. Alors quand on parle de transhumanisme qui fait qu'on considère que l'homme est insuffisant, qu'il faut lui ajouter toutes sortes de choses, qu'on pense intelligence artificielle et qu'on pense qu'il y a tous ces changements, je pense qu'ils vont vraiment aller, je parlais d'une couleur unique, il y aura peut-être un sexe unique, hein, un non-genre, hein, donc c'est quelque chose qui est parlé aujourd'hui, qui est dit. Donc il y a toute une évolution, je crois, qui est très importante et qui fait partie vraiment de tout ce Verseau, évidemment pas pour 2024. Donc ce n'est pas évident et ça renvoie vraiment au mythe de Prométhée dont j'ai longuement parlé dans une vidéo préalable et de nouveau je pouvais la retrouver sur mon site. Parce que Prométhée était celui vraiment qui était le créateur de nouvelles espèces. De plus, en astrologie, les signes sont ventilés en polarité yin-yang, yang-yin. Donc, on a le bélier qui est yang et jusqu'au poisson qui est yin. Et le Verseau là-dedans, c'est un signe yang. Donc, on va dire c'est du masculin émissif. Oui, mais dans le signe du Verseau, le soleil qui est symbole du masculin, il est en difficulté. On dit qu'il est affaibli dans le signe du Verseau. Et donc, ça va dans le sens de ce que je viens de dire. Et Pluton sera en Verseau. Et là, dans son entrée en 2024, il est précisément pile au même endroit où se trouve le Soleil. Je l'ai dit plus tôt. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de conflits là entre cette notion de masculin et de féminin. Ça, c'est une évolution lente, mais c'est une évolution énorme, dont je ne peux pas plus parler maintenant dans cette vidéo. Je vais donc aller vers le climat, qui est quand même un point qui nous intéresse beaucoup. En année 8, le climat pourrait être mouvementé. Pourquoi? Parce que le Verseau est un signe d'air et d'espace. Et je pense que c'est surtout du vent que nous allons avoir, qui sera très actif, avec des tempêtes possibles, avec des mouvements d'eau, peut-être en février et en avril, quand Uranus et Jupiter seront donc dans le signe du Taureau. Et en septembre, avec la régression de Pluton en Capricorne, je pense que la Terre pourrait être de nouveau touchée dans ce qu'elle a de plus enfoui, de plus invisible, qui est tout le permafrost et les plaques tectoniques, l'intérieur des volcans. Et vu qu'il y a beaucoup de feu et d'éléments d'air, donc il y a des vagues de froid possibles aussi, des vents, et puis de la foudre, des choses qui peuvent être violentes. La question de l'eau sera présente aussi parce qu'on a ce symbolisme du 2 qui est très lié à l'eau. On peut penser à des tempêtes, à toute une relation à la forêt, à l'arbre, à tout cela. Et le fait qu'il y a toujours ces planètes de Saturne et Neptune en Poisson. Et donc là, il pourrait y avoir tout un problème avec les nappes phréatiques, avec des alternances de inondations et sécheresse. Et des problèmes peut-être d'apprivoisement, oh là là, et des problèmes d'approvisionnement de l'eau. Alors je vous invite à découvrir sur YouTube tout cela dont parlera beaucoup mieux que moi une spécialiste hydrologue qui est Emma Aziza, qui a beaucoup parlé de l'eau et notamment l'eau, un défi majeur face à un climat en mutation. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Tout cela va renforcer la conscience écologique de la préservation de la Terre. Et à l'heure où on en est sur ce plan? Bien, si on fait un constat, l'air que nous respirons est de plus en plus pollué, l'empreinte carbone participe à l'effet de serre, l'atmosphère perd en qualité, le ciel souffre de pollution électrique des villes, ce qui perturbe le rythme animalier et végétal, le trafic aérien est de plus en plus dense et impacte la qualité de l'air. L'air est saturé d'ondes 4G, 5G, il y en aura 6, etc. Il y a des effets négatifs par rapport aux ondes
on continue. L'électricité est valorisée avec les voitures électriques et toutes sortes d'intensités électriques, mais l'électricité, il faut la créer. Donc, je pense qu'on ne peut pas tout faire avec les éoliennes qui vont quand même fortement modifier le paysage et le climat. Et qu'on ne peut pas faire tout avec la bioénergie. Et donc, il y aura, je pense, plus de centrales nucléaires et puis aussi de nouvelles énergies qui vont venir du ciel, énergie solaire, énergie du vent, énergie de l'électricité bien sûr, mais du son, de tout ce qui est gazeux et qui peut provenir de l'air ou qui est gazeux et qui provient de la terre par extraction. Et puis, il faut savoir que tout le numérique est très énergivore et que ça produit également des déchets. On a l'impression que c'est propre, mais ce n'est pas vrai. Donc, il sera beaucoup question d'air et d'espace, comment l'explorer, mais aussi comment le préserver, avec une préoccupation écologique pour préserver l'environnement et beaucoup de découvertes, beaucoup d'associations qui iront dans le sens engagé pour la planète. Ce sera vraiment très important jusqu'à la fin 2025, ce mouvement engagé. L'air, c'est aussi le mouvement, donc il sera question de circulation, de réaménagement, de moyens de locomotion et toute une réflexion donc sur les moyens de se déplacer. J'en arrive à la santé. Donc j'ai déjà fait allusion à cet écho entre la santé personnelle et la santé de la planète. Et la vibration 8, c'est la vibration de l'énergie vitale. On épure donc en 2024 tous les résidus des années précédentes qui ont questionné la médecine, avec beaucoup de confusion et de questionnement. Il y a eu toute la question des vaccins. Je pense que là, le vrai ou le faux, les fake news ou pas, il va y avoir des vérités qui vont arriver à la surface. Et vu la dualité qui est dans ce double de 2024, je pense que ça va toucher au monde de la santé aussi, c'est-à-dire qu'il va y avoir autant de recherches dans le monde alternatif, qui n'est pas considéré comme la vraie science, que dans une autre position scientifique qui n'est pas tout à fait considérée comme la vraie science non plus, par la science classique, officielle, qui est tout ce développement de la science, l'approche quantique, de l'approche par l'énergie, de l'approche par les ondes guérisseuses. Il y a vraiment là beaucoup de recherches sur le cerveau, sur les possibilités également de l'homme, qui n'utilise son cerveau que très peu en fait, tout en étant très mental. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans une spiritualité, des grands maîtres spirituels du passé et du présent, qui ont des capacités au niveau de la compréhension et au niveau de ce qu'ils peuvent faire, comme de se téléporter, comme le don d'ubiquité, comme la télépathie qui est le plus simple, comme la clairvoyance. Il y a beaucoup de la clairaudience, les perceptions d'objets invisibles, les états modifiés de conscience. Il y a beaucoup de choses dans l'intelligence humaine et dans les capacités humaines qui n'ont pas été explorées et qui ne relèvent pas d'une certaine vision de la science objective, qui passe par autre chose. Et je crois que là, il y aura beaucoup qui va se déployer en même temps que l'intelligence artificielle, où l'homme limite chaque fois avec les applications, tout c'est possible par des greffes, des implants, des puces, des QR codes, des algorithmes, des robotations, des clonages, etc. Et ChatGPT, qui peut nous faire dispenser de réfléchir, c'est un risque bien sûr, mais ça peut aussi soutenir notre propre recherche parce qu'il y a un autre travail qui est fait parallèlement et qui peut nous servir. Bien sûr, il y a le danger de l'uniformisation de la connaissance. Alors, la communication va aussi beaucoup changer de forme. On le voit déjà par la façon dont on communique. On a encore beaucoup de papier, mais je crois qu'on va aller vers de moins en moins de papier. Et par rapport à la langue. La langue est une contrainte, quelque part, et une richesse. Et c'est pour ça que les hommes, à un moment donné, ont rêvé de l'espéranto. Ils n'ont pas réussi. Et les réseaux sociaux ont réussi à faire ce que l'espéranto n'a pas réussi à faire. Pourquoi? Parce que l'espéranto était un rêve d'une langue unique sans ancrage dans une culture. Tandis que les médias, via les réseaux, ont embrassé une culture universelle où chacun peut trouver sa communauté. Et ça marche.
Donc le langage direct est constitué maintenant aussi d'émotions icônes, d'abréviations sur base du son. Hein. Quand je dis c'est bon pour c'est bon, c'est-à-dire c'est apostrophe bon, plutôt que d'écrire c'est apostrophe EST bon. Mais par exemple, tous les saisies automatiques qui nous dispensent de connaître l'orthographe d'une langue de plus en plus parlée, transcrite plutôt qu'écrite. Ce n'est pas indispensable de parler notre langue parce que Google vous fait la traduction. Donc nous pouvons même nous dispenser de savoir écrire, il suffit de savoir parler et il y a un vocal qui va convertir en mots. Donc les nouveaux analphabètes de demain, ce sont ceux qui ne vont pas maîtriser l'évolution numérique. L'expression pour tous, on n'y croyait pas, on pensait que c'était réservé à une élite selon certains critères, mais aujourd'hui tout le monde s'exprime sur les réseaux et chacun a un audit qui lui correspond. Donc, si l'éducation est en question dans l'éducation dite nationale, surfer sur Internet, ça c'est en ébullition. Et donc, le lit de la conscience a changé de forme, le mentor a changé de visage, le moyen d'apprendre a changé de visage. Et l'école est en difficulté aussi pour ça. Il n'y a pas que ça. Hein. Donc, la langue académique bouge en même temps avec cette accentuation du féminin, masculin, qui n'est pas anodine, j'ai parlé de cet élément avant, et ça s'inscrit dans un verbe qui confirme donc une réalité du non-genré ou du féminin et masculin. Donc le verbe, c'est une substance corporelle de la communication, et là on va aller plus vers du visuel et de l'auditif, du visuel image. Et toutes les mutations de civilisation ont vu une autre forme de transmission apparaître. Je vais prendre simplement l'imprimerie, maintenant le numérique. Hein. Et avant, on avait chez les Égyptiens l'écriture sur les stèles. Voilà, qui était une forme d'écriture avec dessin, hein, hiéroglyphe. Mais cela va encore plus loin dans le domaine visuel, qui est celui de l'art de la représentation visuelle. Parce qu'aujourd'hui, même la réalité visuelle est à questionner. Il y avait un moment où, quand on voulait une preuve tangible, eh bien, on avait une photo et c'était la réalité, c'était la preuve. Aujourd'hui, une photo peut être complètement fausse et fabriquée, donc ce n'est plus une photo qui témoigne d'une vérité. Elle témoigne, mais on ne sait pas de quoi. Enfin, on peut savoir de quoi, mais pas nécessairement d'une vérité. Et ce n'est pas un problème, sauf si elle prétend témoigner d'une vérité et qu'elle témoigne de quelque chose qui est complètement fabriqué. Donc, on a là toute une transformation de la réalité. Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui n'est pas réel? Qu'est-ce que le réel? Qu'est-ce que la réalité? Et le grand public a découvert Internet en 1994 avec le téléphone mobile, et ces choses-là n'ont cessé de se développer, et il faut apprendre à revoir, identifier la réalité, parce que par exemple en 1896-97, le film L'arrivée d'un train en gare à La Ciotat, tourné par les frères Lumière, mais le public a hurlé de frayeur lorsqu'il a vu ce train qu'il croyait foncer réellement sur lui. Donc je pense qu'on va arriver à décoder, mais là aussi il y a une nécessité d'apprivoisement. Et la création va être mise à l'honneur avec le Verseau, parce que l'impact artistique a toujours été marquant au moment charnière de l'histoire. Par exemple, au moment de la Renaissance, qui est très riche en découvertes scientifiques, dont la confirmation par Galilée que la Terre tourne autour du Soleil et pas le contraire, la relation à Dieu change, l'univers change dans la vision que l'on a, les églises ne sont plus les lieux quasi exclusifs pour l'art, sous forme de fresques murales, et curieusement, on invente la peinture à l'huile qui permet d'avoir des tableaux chez soi, de les transporter, et on arrive avec donc le marché de l'art qui est bien existant aujourd'hui. L'impressionnisme, par exemple, pour parler d'une autre chose connue, sera très fortement influencé par à la fois la Révolution française qui fait qu'on sort de l'atelier clos pour aller dans la nature. Hein. La nature, c'est plus pour les paysans, hein, qui sont le tiers-état. La nature, c'est bien. Et on a à ce moment-là tout un intérêt pour la lumière parce qu'on découvre l'appareil photographique
Et l'appareil photographique, la photographie, c'est écrire avec la lumière. Donc il y a toute une réflexion sur la lumière. Et les sujets vont changer. Ça va être des scènes bourgeoises ou des scènes populaires, paysannes. Donc on n'a jamais pensé à faire ça du temps de la Renaissance, n'est-ce pas? Voilà. En tout cas, quand on avait la nature, on avait des jolies dames qui étaient avec une ombrelle, voire déshabillées, avec... C'est pas du tout pareil, hein? Voilà. Alors, aujourd'hui, avec l'influence du Verseau, la création va donc être peut-être gratuitement iconoclaste parfois, mais aussi atteindre des sommets de génie, je pense, et frapper par des œuvres spectaculaires, très novatrices, très interpellantes. Elle bénéficie pour cela de paramètres favorables, les technologies innovantes de plus en plus performantes, la révolution de la pensée et un monde en crise à réinventer, à quoi s'ajoute l'audace du Verseau et la profondeur de Pluton. L'art va donc avoir une responsabilité particulière dans les années à venir. J'aborde l'espace. Alors là, c'est ce qui a peut-être de plus mystérieux avec le très très fond de la mer. Et il va y avoir beaucoup de découvertes spatiales, d'engins spatiaux, de missions sur des planètes et d'exploration de ces mondes, avec sans doute un espoir de coloniser des peuples. On a colonisé le végétal, l'humain, l'animal, le minéral et l'eau, peut-être qu'il nous reste le ciel à conquérir. Alors en même temps, on a vu un homme poser un jour son pied sur la Lune et c'est vrai que c'était un spectacle très extraordinaire. Et donc ça peut être quelque chose de très faramineux. Ça pose quand même la question, est-ce que l'homme sera plus heureux, plus conscient et plus humain pour autant quand il aura fait tout ça? Parce que ça ne résout toujours pas la question du bonheur, du bien et du mal, qui sont quand même des questions essentielles à l'humain. Donc, est-ce qu'il transportera ces difficultés sur les autres planètes pour aussi désenchanter le ciel? Alors, on va revenir à du concret avec les finances et la sécurité. Le 8 est très lié à la notion de finance et de prospérité. Donc, il va y avoir beaucoup de lois sur l'argent et surtout sur l'argent papier. Donc, on peut s'attendre à la fin de 2025, courant 2026, qu'il n'y ait plus d'argent papier et qu'il y ait uniquement de l'argent digital. Toute cette évolution de l'argent depuis les rouleaux d'or de l'Antiquité, les pièces d'or, les billets de banque, les cartes, les chèques, tout ça, ça change. Il y a la crypto-monnaie, mais ce n'est pas ça qui va l'emporter. Je pense que c'est vraiment un argent qui sera accessible sur le compte, mais en même temps pas sur le compte quelque part. Et c'est aussi l'année de beaucoup de lois concernant la fiscalité et aussi qui sera également propice à de l'expansion et qui va nous confronter, nous, à notre relation personnelle à l'argent, à la valeur que nous accordons aux choses, à nos biens, à notre travail, aux créations. Et si nous avons une difficulté majeure sur ce plan, ce sera l'année pour chercher une solution. C'est un transit planétaire qui n'est pas là pour nuire, mais pour nous permettre d'évoluer par la façon dont nous prenons position face à un défi. Alors, notre économie est aussi très marquée par les GAFA qui dominent les marchés et se partagent le monde, car chacun règne sur un secteur d'activité particulier. Donc, il y a Google, Apple, Facebook, Amazon, etc., qui bénéficient, je pense, d'optimisation fiscale. Et ce sont des systèmes qui sont digitaux par structure, donc ils dépendent du monde du Verseau, ils dépendent du fonctionnement de ces systèmes. Plus de déontologie sera certainement exigée, peut-être une fiscalité autre, je ne sais pas, mais toujours est-il que ça pose la question de la sécurité avec les attaques cybernétiques, qui ne sont pas nouvelles, mais aussi comme ces GAFA sont très dépendants du système, et que nous sommes très dépendants des systèmes GAFA, avec cette énergie montante qui est celle qui maîtrise tout notre monde. Et vous avez un problème avec un marteau, vous prenez une pierre, ma foi, vous enfoncez votre clou.
vous avez un problème avec une histoire informatique, il n'y a plus du tout d'électricité, il faut retourner à la bougie, c'est compliqué. Hein. Peut-être chez vous, ça va aller avec la lampe électrique, avec la lampe à pile, et avec, mais enfin les lampes à pile, il faut les fabriquer, hein. Voilà, et avec les bougies, mais ça ne va pas faire tourner le monde. Donc là, on donne une puissance à nos créations, qui, sans pour autant devenir peut-être plus intelligente que nous, ce qui sera peut-être le cas, mais on donne une puissance à notre création qui est une puissance de la dépendance. C'est-à-dire, s'il y a un crack, on craque. Donc, ça sera des choses qui seront fortement considérées dans ce Pluton en Verseau. Parce qu'il n'y a pas que la lumière du Verseau, il y a l'ombre aussi. Hein. Bon. Alors, l'armée, c'est aussi ce qui assure la sécurité. Je pense que ça sera tout à fait renforcé et que tout le digital, là, va aussi servir les armées. Alors, pour la conclusion, je termine avec quelque chose qui va enthousiasmer, puisqu'on a besoin quand même de certaines mythologies accessibles, le sport. Hein, on sait que c'est cette énergie physique, cette performance qui nous vient de loin, puisque les Jeux olympiques, ça vient de Olympe, n'est-ce pas? Donc c'est une tradition du passé qu'on a quand même conservée, de ce passé lointain, avant Jésus-Christ, donc dans l'Antiquité grecque, les Jeux olympiques. C'était donc cette flamme. Hein. Bon, voilà. Alors, au mois de mai, qui est un mois 5, ça tombe bien, c'est le mois du mouvement et de la performance, mais évidemment, il y aura la sécurité là qui sera assurée. Et je pense que ça va être un moment très fort, parce qu'il va y avoir cette notion de rassemblement très important pour le Verseau. Et qui montre que s'il y a tout ce monde qui est là, c'est parce qu'il y a cet empire du marché, du sport, mais il y a aussi un enthousiasme pour ce que représente le sport, c'est-à-dire pour ce que représente l'exploit. Parce que là, on est dans quelque chose, il y a la performance, bien sûr, il y a la personne qui veut gagner, qui veut être la première, etc. C'est clair qu'il y a cette dimension de l'ego, mais il y a quelque chose d'autre, il y a la dimension de l'exploit, c'est-à-dire je suis arrivé à me dépasser. Et ça, c'est quelque chose qui nous renvoie au mythe du héros. C'est-à-dire, je fais quelque chose où je me dépasse. Et il y a une exaltation par rapport au public, par rapport à quelqu'un qui est héroïque, que l'on ressent comme héroïque. C'est-à-dire qu'il arrive à faire ce qu'on rêverait de faire, mais qu'on ne va pas faire. Hein. Donc, il y a cette dimension-là, qui reste encore vivace. Alors, comme j'ai tenté de le montrer, nous sommes dans un mouvement d'un monde qui change de plus en plus fortement. Et c'est difficile de ne pas être emporté par la vague collective, mais cette vague, aussi puissante soit-elle, est faite de la multitude des gouttes que nous sommes. Donc nous pouvons, chacun, avoir notre puissance là-dedans. Il y a tout un champ de probabilités sur le plan quantique qui montre combien le déterminisme peut être accentué par des pensées limitées. Ça peut nous faire sombrer sous la vague, mais ça peut aussi nous aider à jouer avec la vague et à dépasser des choses. Et aujourd'hui, Internet explose d'un monde de penseurs, de chercheurs, de philosophes, d'artistes, de scientifiques, de porteurs de lumière, de personnes qui sont engagées dans tous les sens, de toute culture, de toutes conditions, et qui s'impliquent vraiment dans un cheminement personnel et collectif. Et tant parmi nous ont des enfants, des petits-enfants, qui s'engagent pour des valeurs humaines à défendre au-delà de leur propre durée de vie. Et tant de jeunesse aujourd'hui est consciente qu'elle entre dans une ère nouvelle et elle se bat pour cela. Donc il y a vraiment beaucoup qui prépare demain, qui est en cours, où il y a beaucoup de lumière, mais qui sera confronté à ce Pluton en Verseau qui va devoir nous faire accoucher de cette lumière, la renforcer, l'épurer dans les 20 prochaines années. Et ça commence en 2024. Parce que c'est en 2024 que Pluton rentre dans le signe du Verseau. Et donc nous ne sommes pas seulement dans une crise majeure, nous sommes vraiment dans des changements radicaux de paradigme. Et il appartient plus que jamais à chacun de mettre sa pierre à l'édifice de cette aube et de cette ère nouvelle.
Je pense que nous ne sommes pas encore dans l'ère du Verseau, je pense que nous sommes toujours sur le seuil, mais enfin, il y a tel, à l'échelle de 2000 ans, je pense que 20 ou 30 ans, ce n'est pas grand-chose, c'est vraiment la marche, hein. Voilà. Donc, j'ai essayé de voir tous les niveaux. Je sais que c'est chaque fois, pour certains, un peu lourd, un peu compact. Je suis désolée, mais je n'arrive pas à faire plus bref. Si je fais plus bref, j'ai l'impression de ne pas assez balayer la totalité des domaines et de rester superficielle. Donc, c'est mon rythme à moi, c'est ma façon de penser. Et j'espère que vous irez quand même jusqu'au bout et que sinon vous pouvez la voir en plusieurs étapes, la revoir en cliquant sur le lien et que voilà, que ça peut être une aide pour vous de cette façon de voir les choses par l'astrologie, par la numérologie, mais aussi par nos prises de conscience personnelles. Je vous remercie beaucoup pour votre patience, pour votre écoute et je vous dis à plus tard.